Laurent Fabius est l'invité de Preuve par 3 alors que son implication se confirme dans la préparation de l'alternance éventuelle en 2012. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'homme du projet et des premières décisions pour 2012. On dit même que certains décrets, certains textes de loi sont rédigés, sont prêts. Sur ce point, Christine Pouget de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera dans un instant. Ce sera le tour ensuite de Perrine Tarnot de Public Sénat sur un mode plus personnel. Nous verrons que vous êtes aussi l'homme d'autres passions que la politique et le pouvoir. D'abord, vous êtes clairement aujourd'hui déterminé en faveur de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que pour vous, ce sera le candidat, alors que François Hollande, on le voit dans les sondages, semble réduire son écart? Non, les choses pour moi se présentent un peu différemment. D'abord, c'est au mois de juin, nous l'avons décidé, que nous ferons notre choix. Bien. D'autre part, pour moi, il y a beaucoup de personnalités qui ont du talent au PS, mais je pense que les deux personnalités qui sont les mieux placées pour gagner et ensuite pour présider sont Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, et nous ferons le choix au mois de juin. Voilà. Très bien, mais là, il n'y a pas d'alternative, puisque l'un ou l'autre désistera. Bien sûr, oui. Bien sûr. Bon, bien sûr, et bien sûr. sur François Hollande, quand même, qui fait une percée, vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais François Hollande a beaucoup de qualités, mais si vous voulez, moi, mon choix se fonde sur quoi ? Il s'agit de désigner quelqu'un qui puisse gagner et puis après être président de la République. Or, je pense que l'expérience gouvernementale, d'une part, dans la situation actuelle, la légitimité internationale en matière économique et sociale, et puis la capacité de réunir sont tout à fait importantes. Or, ma conviction, c'est que Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn sont les mieux placés. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, François Hollande, Ségolène Royal et d'autres, qui, si nous gagnons, devront faire partie de l'équipe de la victoire. Est-ce que vous redoutez ce qu'on appelle maintenant communément, semble-t-il, l'atterrissage de Dominique Strauss-Kahn en France? S'il devait être candidat, non. Pourquoi? Il n'y a rien à redouter. Pourquoi voulez-vous? Parce que on lit par exemple l'un de ses proches qui déclare dans l'Express cette semaine qu'il n'a pas du tout conscience de la machine à laver que représente la bataille de l'Élysée. Oh, je crois qu'il est doté d'une certaine conscience. Bon. Et puis, faites bien attention à cela. Ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire là pendant 45 minutes? Vous on savez, va vous allez parler quand même un peu. On va parler d'autres choses. Mais quand même, est-ce que vous vous souvenez forcément des primaires de 2007 Il avait perdu la main assez vite quand même, DSK. Non, je me souviens d'autant plus que j'étais un des candidats, vous le rappelez. Et c'était très intéressant parce qu'il y a des conclusions à en tirer. Nous étions 3 candidats, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et moi-même. Et nous avions été écrabouillés par Ségolène Royal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait, eh bien, elle va gagner, à coup sûr. Et les deux autres, Strauss-Kahn et Fabius, sont très compétents, très bien, etc. Mais ils vont perdre. Donc c'était un argument très très fort. Puis, bon, les choses se sont déroulées autrement. Mais en tout cas, ça signifie quoi? Ça signifie cette fois-ci où nous avons le temps de préparer, à la fois la primaire et puis le gouvernement, que nous allons utiliser ce temps. Et moi, je souhaite que la primaire soit bien maîtrisée. Et ce sera le cas. Je suis assez optimiste. Vous voulez une primaire de validation, comme on dit aujourd'hui? Non, j'utilise pas... Avec le minimum de division? Non. Alors ça, vous mettez l'accent sur le point central. Moi, tous les gens que je rencontre, socialistes ou voulant simplement un changement sans être socialistes, ils disent, écoutez, on va désigner quelqu'un, mais surtout, ne vous divisez pas. Et moi, mon rôle, compte tenu de ce que je représente dans le Parti socialiste et puis de mon expérience, c'est d'être un de ceux qui veillent à l'unité. Et ça, je le fais et je le ferai. Alors, Nicolas Sarkozy a défendu il y a quelques jours son bilan que vous attaquez. C'est bien normal, mais est-ce que vous reconnaissez que le RSA est à mettre dans la colonne réussite? Alors, en ce moment, quand on parle du RSA, c'est pas exactement sous l'angle du bilan. Alors, 2 réflexions sur le bilan et sur le RSA, si vous le voulez bien. Sur le bilan, je voyais une réaction de un collègue, un de vos collègues l'autre jour. Alors, on lui disait, est-ce que le bilan est positif ou pas? Et il avait une réaction très pertinente. Il disait, mais faites-moi la liste de ce qui marche mieux dans le pays. Et c'est ça la question. Alors, évidemment, il y a eu la crise. Bon. Mais je crois que si on fait la liste de ce qui va mieux pour les Français, ben on a fini avant de commencer. Donc le bilan n'est pas bon et comme les gens le savent, ça explique la perte de crédibilité de M. Sarkozy. Maintenant, sur le RSA, bon, le RSA
avant, il y avait le RMI. Le RMI avait des défauts, donc on est passé au RSA. Le RSA, bien évidemment, doit être complété. Moi, je vois ça en tant que responsable local. Mais c'est pour ça qu'on parle du RSA en ce moment. La proposition faite par M. Wauquiez est une proposition extrêmement choquante. Et les syndicats ont eu raison de s'alarmer, la gauche aussi, et M. Fillon aussi a eu raison de recadrer M. Wauquiez. Et au Conseil des ministres, Nicolas Sarkozy, vous êtes satisfait que le chef de l'État s'implique pour donc défendre, dit-il, une réforme exceptionnelle, celle du RSA? Oui, mais c'est un peu plus compliqué parce que j'ai cru comprendre que M. Wauquiez avait lancé le thème de l'assistanat parce que l'entourage de M. Sarkozy le lui avait demandé. Alors évidemment, la réaction a été extrêmement négative et donc M. Sarkozy désormais réagit. Mais j'aurais préféré faire simplement. Bon, oui. Le cancer, contrairement à ce qu'a dit M. Wauquiez, ce ne sont pas les personnes qui sont au RSA. Le cancer, c'est le chômage. Et il faut s'attaquer au chômage et pas s'attaquer aux chômeurs. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des thèmes qui touchent les couches populaires de notre pays, Laurent Fabius? On peut parler de l'assistanat, on peut parler de l'immigration, on peut parler de la sécurité. Est-ce que le PS n'est pas mal à l'aise avec toutes ces questions? Pas du tout. Prenons telle ou telle des questions que vous voulez aborder. Prenons l'exemple de la sécurité. Bon. Moi, je suis élu local depuis très nombreuses années. Je vois la réaction de tous mes collègues maires socialistes. Il n'y en a pas un d'entre eux qui soit contre la sécurité. On est tous pour la sécurité, mais pour des mesures efficaces. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la sécurité s'est plutôt détériorée depuis des années. Parce qu'on a retiré toute une série de policiers et de gendarmes du terrain, parce qu'on ne fait pas assez de prévention, parce qu'on ne s'intéresse pas assez aux victimes. Et donc, nous avons, vous le savez, dans notre projet, pris des décisions extrêmement concrètes. Et l'une des premières mesures que nous prendrons, vous citiez ces premières mesures, c'est de redonner des effectifs en matière de police et de gendarmerie, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité s'il n'y a pas des gens sur le terrain. Alors, je vous parle des couches populaires parce que l'une des idées qui sont prêtées à la Fondation Terra Nova, où on compte beaucoup de partisans de Dominique Strauss-Kahn, c'est en quelque sorte de les abandonner, de ne pas vouloir les reconquérir et de mettre le focus sur les classes moyennes. Que pensez-vous de cette approche? Hier, on fêtait le 30e anniversaire du 10 mai. Et on a beaucoup parlé du peuple de gauche. Et on a parlé de François Mitterrand. François Mitterrand avait une très jolie formule qui s'applique à ce que vous venez de me dire. Il ne faut pas prendre toutes les mouches qui volent pour des idées. D'accord, très bien. Donc vous manifestez de la distance, il ne s'agit pas d'abandonner les couches populaires à la droite, voire au Front National. Comme certains le plaident aujourd'hui au Parti Socialiste en disant qu'il faut faire un choix. Oui, d'accord. Mais écoutez, on est surpris quand même. Si vous abandonnez les électeurs, vous pouvez faire des choses très intéressantes, mais pas de la politique et pas souhaiter présider le pays. Il faut que nous ayons un projet, c'est ce que nous avons prévu, qui à la fois tienne compte du fait que la situation financière que nous trouverons sera pourrie, parce que les caisses ont été vidées. Deuxièmement, il faut faire un projet sérieux. Et troisièmement, évidemment, un projet juste, parce que les efforts sont nécessaires, et un projet innovant. C'est autour de ça qu'on bâtit notre projet, et qui concerne à la fois les couches populaires, les couches moyennes. Alors, et puis les entrepreneurs, tous ceux qui font preuve dans tous leurs domaines, dans tous les domaines d'initiative. Voilà. Il y a un personnage dont on a peu parlé lors de l'anniversaire du 10 mai, il est arrivé un peu plus tard, c'est Bernard Tapie. Est-ce qu'il est encombrant sous tous les régimes? Ah, on en parle aujourd'hui ou hier, d'après ce que j'ai vu dans la presse, parce que on s'interroge sur le rôle de la ministre de l'économie et des finances. Et j'ai même cru comprendre que le procureur général, près de la Cour de cassation, demandait une enquête sur ce sujet. Moi, je veux dire tout simplement la chose suivante, puisque c'est plutôt Madame Lagarde qui est en cause en l'occurrence, c'est que je ne pense pas, quelle qu'ait été son action, qu'elle ait agi de son propre chef. Il faut regarder plus haut, c'est ce que dit Ségolène Royal. Oui, elle a tout à fait raison, Ségolène. Il faut regarder même tout en haut. Mais cela dit, puisque maintenant il va y avoir une, je ne sais pas la formulation exacte, mais enfin il y a une première enquête dans tous les cas, avant une éventuelle instruction voilà, de on va savoir à quoi s'en tenir. Cour de justice de la République. Un sujet dans l'actualité, Laurent Fabius, la venue en France de l'épouse Michel Martin, l'épouse de l'ancien pédophile condamné en Belgique, Marc Dutroux. Le garde des Sceaux n'a pas l'intention de dire oui à la Belgique pour sa venue à elle en France. Manifestement, un couvent est prêt à l'accepter. J'aurais pris la même décision. Les crimes qui ont été commis sont horribles.
La justice belge, pour des raisons qui lui appartiennent, ont décidé d'abréger sa peine, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle vienne en France. On a parlé, on ne va pas revenir sur le 10 mai, on en a tellement parlé ces derniers jours. Laurent Fabius, vous apparaissiez, vous, comme l'héritier naturel de François Mitterrand. Bien sûr. Aujourd'hui, on en voit d'autres, là, qui revendiquent l'héritage, qui se glissent dans ses pas, de Ségolène Royal à François Hollande. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait plaisir même. Plaisir et sourire, d'abord. Oui, mais l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Moi, j'étais évidemment son principal collaborateur, son ami. Mais c'est très bien qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame de François Mitterrand. Et il aurait souri de cela. Oui. Quand on lui disait, est-ce que X, Y est mitterrandiste? Il disait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça me fait plaisir. Alors donc, héritier naturel pendant des années de François Mitterrand, du temps de son vivant d'ailleurs. Et après. Et après aussi, bien sûr. Après, le temps est avancé. Et puis, ces derniers mois, vous vous êtes présenté comme un sage actif. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous définissez, puisque vous avez vraiment les mains dans le projet? Non, ce terme est assez pertinent. Sage, actif. Alors, il y a deux aspects. Il y a le côté sage, c'est ce que je vous ai dit sur l'unité. Je suis un des gardiens de l'unité, parce que avec la division, on n'arrive à rien. D'accord. Mais actif, puisque les socialistes m'ont demandé de faire pas mal de choses pour préparer notre succès, donc j'essaye d'aider. C'est ce qu'on va voir. On va aller plus loin dans un instant avec Christine Pougette de l'AFP. Juste après cette enquête sur vous, Laurent Fabius, à un an de la présidentielle, enquête signée, on regarde cela ensemble, Mounir Soussi. Pas encore de candidat au Parti socialiste, mais un projet que la direction tente de mettre en avant. Dans cette mission, Laurent Fabius est en première ligne. Martine Aubry a confié à l'ancien Premier ministre la lourde tâche de préparer le changement en cas de victoire de la gauche. Entouré d'une cinquantaine d'experts, Laurent Fabius doit traduire les propositions socialistes en un programme de gouvernement. Il mobilise des compétences, de l'expertise pour pouvoir dessiner ce que sera la première année d'un gouvernement de gauche. Mais vu qu'il pilote ce projet, ce serait pas logique qu'il le fasse appliquer à Matignon, par exemple? Écoutez, là, vous êtes vraiment dans le coup d'après. Je crois qu'il faut surtout s'engager maintenant dans la préparation de l'élection présidentielle. C'est notre mission collective. Façonner les futures réformes socialistes, un bon moyen de se positionner pour un poste important si la gauche s'impose en 2012. Hier, le PS fêtait le 30e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Et rue de Solferino, personne ne doute que Laurent Fabius aura un rôle de premier plan si les socialistes reviennent au pouvoir. Même les anciens lieutenants de Ségolène Royal vantent ses qualités. Si quelqu'un pense qu'on peut se passer de Laurent Fabius dans un gouvernement hypothétique après les élections présidentielle, je crois qu'on se trompe. Laurent Fabius a mis ses ambitions présidentielles entre parenthèses. Pour ses proches, c'est d'abord une bonne nouvelle pour le parti. Le fait qu'il place son destin personnel au service du collectif lui permettrait même de prendre de la hauteur. C'est vrai que ça lui donne du coup une autorité peut-être plus forte parce qu'il est moins impliqué personnellement. À un an de la présidentielle, Laurent Fabius semble se mettre en retrait. Mais à bientôt 65 ans, celui qui fut le plus jeune Premier ministre de la Ve République n'oublie pas qu'il a le même âge que François Mitterrand lorsqu'il est entré à l'Élysée. Il détient aujourd'hui un statut qui le rend incontournable. Voilà, vous défendez l'unité du parti, l'unité aussi pour vous-même. Là, ça marche, hein, vous avez vu? En votre faveur. Tant mieux. Si je comprends bien, moi je suis candidat, plus on m'adore. Mais c'est très très bien. Non, mais pour être sérieux, Martine Aubry m'a d'abord demandé de présider la Convention sur la défense et sur les aspects internationaux, ce que j'ai fait, qui a été adopté à l'unanimité, c'est très bien. Et puis maintenant, la préparation donc, de la première année de gouvernement. Je précise qu'après la première année, il y en aura quatre autres. Hein. On imagine. Avec bien sûr tout le monde. Hein, tout le monde. Sur les 100 jours ou c'est la première année? J'avais compris que c'était c'est ça. Bon, vous avez réuni déjà des experts, mais on ne sait rien en fait de tout cela pour le moment. C'est resté dans la discrétion la plus absolue. Et pourquoi c'est resté dans la discrétion la plus absolue? Parce que il faut, avant de prendre des décisions, et les décisions seront prises par le candidat ou la candidate, il faut travailler, préparer, et on n'est pas obligé, au stade de la préparation, de mettre tout sur la place publique. Mais concrètement, il n'y a pas de mystère. J'ai demandé à un certain nombre de responsables du Parti socialiste de remettre, si je peux dire, des devoirs. Et le devoir, je peux même vous préciser, c'est, premièrement, qu'est-ce que vous proposez de faire à partir du projet que nous adoptons entre l'élection
présidentielles et les législatives, puisqu'il y a une période d'1 mois où il n'y a pas de Parlement, mais il faut quand même agir. Deuxièmement, que fait-on, à votre avis, entre la victoire aux législatives et l'année suivante? Et troisièmement, que fait-on dans les 4 années qui suivent? Et je ramasse les copies, on discute avec les uns, avec les autres, on fait les arbitrages, les pré-arbitrages. On propose d'agir sur tel et tel domaine compte tenu des contraintes financières. Faut-il un référendum ou non? Qu'est-ce qu'on fait comme première mesure en matière étrangère, en matière de politique intérieure, en matière de sécurité, en matière d'éducation? Et ce matériau, eh bien, il va être extrêmement utile au candidat ou à la candidate. Et je remettrai donc ce matériau au mois d'octobre ou au mois de novembre. Octobre ou novembre. Mais à qui vous le remettrez alors? Est-ce que ça va être Martine Aubry, au candidat désigné avant? En tout état de cause, parce qu'elle est première secrétaire du Parti socialiste, et ou au candidat ou à la candidate. Voilà. Et vos priorités, si vous aviez à nous donner une de vos priorités très fortes, je vais vous donner des exemples, parce que les priorités, elles sont définies dans le projet socialiste, qui a été bâti sous la conduite de Martine Aubry, qui a rassemblé l'unanimité des socialistes, qui n'est pas très fréquent quand même, donc bravo. Je vous donne 2 exemples. En matière extérieure, bon, le président de la République arrive, il nomme un gouvernement, immédiatement, il y a 1 ou 2 échéances extérieures. Bon. Il y a la préparation d'un sommet qui aura lieu à Copenhague, le sommet européen, où on parlera en particulier du cadrage financier pour les 5 années qui suivent. C'est très important, ça définit la politique agricole, la politique industrielle, etc. Il faut préparer cela. Deuxième exemple, entre le 2 et le 4 juin, je suis précis, 2012, vous avez une conférence à Rio qui regroupe l'ensemble des pays du monde et qui est le 20e anniversaire de la conférence sur l'environnement de Rio. Et là, il faudra que la France, peut-être avec l'Allemagne, peut-être avec d'autres, prenne position sur des grands sujets d'environnement et le président de la République ou la présidente viendra d'être élu. Donc nous préparons ces 2 instances. Sur le plan interne, je vous donne un autre exemple, il y aura un budget qui aura été préparé par l'ancienne équipe et il y aura des propositions de suppression de postes dans l'éducation nationale. Décidons-nous ou non, entre mai et juin, de suspendre ces suppressions de postes? La proposition est oui, c'est concret. D'accord. Et vous pensez qu'une plus grande justice sociale sera possible avec l'état des comptes, vous avez dit pourri tout à l'heure? Oui, pourri, le mot est fort, mais c'est vrai que je suis très frappé en plus, vous savez que c'est un domaine que je connais bien pour avoir été ministre des Finances. La France partira avec un handicap considérable. C'est une situation beaucoup plus détériorée que celles qu'ont connues les gouvernements précédents. Donc il n'y aura pas de mesures généreuses? Il faudra souvent associées à la gauche, quand elle arrive. Si, il y aura nécessairement des mesures d'amélioration sociale, mais à l'intérieur d'un cadre financier qui est ce qu'il est. Et donc, il sera d'autant plus nécessaire d'avoir un effort de justice. Quand on voit ce que le gouvernement décide aujourd'hui même, c'est-à-dire une réforme de l'ISF qui consiste, si on enlève tous les éléments latéraux, à ce que les personnes les plus riches de France payent moins qu'avant. Bon, on supprime le bouclier fiscal, on le dit dans le même temps. Oui, c'est tout à fait vrai. Il aurait été plus simple de ne pas le créer, M. Grossior. Bon, c'est ce que nous avions dit et M. Sarkozy nous a expliqué avec sa conviction extraordinaire pendant 4 ans qu'il fallait absolument le bouclier fiscal parce que les Allemands en avaient un. Et puis maintenant, on est dit il faut absolument supprimer le bouclier fiscal parce que les Allemands n'en ont pas. On prenne qui pourra. Bon, nous avons dit c'est injuste, c'est vrai, mais on supprime le bouclier, très bien, avec quand même un petit délai de retard. Hein, ça ne sera pas l'année prochaine. Donc, entre-temps, quelques dizaines de millions pour les uns et pour les autres. Bon. Et pour l'ISF, donc, alors que l'ISF n'est pas du tout un impôt intangible, il y a des choses à améliorer. Mais là, le changement qui est fait, c'est que là où il y avait un taux assez important pour les gens vraiment très très riches, on diminue ce taux par 4. Bon, donc voilà, c'est... Qu'est-ce que vous ferez alors? Vous avez là un programme, là, un projet? On va avoir une réforme fiscale d'ensemble. Parce que sur l'impôt, vous augmenterez les taux, vous reviendrez Je pense qu'il faut reprendre l'ensemble, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans une situation qui demandait des efforts. Il est légitime, alors il faut faire attention, il ne faut pas non plus assommer les gens, mais il est légitime qu'on contribue à proportion à la fois de ses revenus et de son patrimoine. Donc on reprendra la question de l'impôt sur le revenu, des niches, des fameuses niches fiscales, de l'impôt sur le patrimoine,
Et nous sommes en train de préparer cela. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà des lois, des décrets qui sont préparés? Où en est-on, là, je veux dire, concrètement? Vous êtes vraiment dans le concret. Ils seront prêts. J'ajoute que tout ça sera mis à la disposition, bien sûr, de la personnalité candidate. Et certains aspects devront être discutés avec nos partenaires, puisqu'il y a évidemment un travail partenarial. Nous entendons gouverner avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. Mais là, ça permettra, si vous voulez, d'avoir fait le travail en amont. Et je pense que les Français seront sensibles à l'aspect très sérieux de l'équipe qui va se présenter. Et vous avez déjà commencé à avoir des contacts avec justement ces partenaires sur ce programme très il y a précis. un travail qui est fait par le Parti socialiste qui englobe le travail sur le fond et le travail sur les circonscriptions. Et le travail avec les partenaires, en ce qui me concerne, ou le candidat, viendra dans un deuxième temps. Mais vous avez des échanges sur ces projets, sur ces décrets, ces premières lois, avec par exemple, je donne le nom, Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais avec les autres pré-candidats aussi, bien sûr. Bien sûr, ouais, attendez, mais avec Desca, vous échangez sur ces premières mesures. Mais, écoutez, il n'est pas mystérieux que Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, moi-même, de même que Ségolène Royal, François Hollande et autres, nous avons des contacts fréquents. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'a réussi extrêmement bien Martine Aubry, alors qu'auparavant, les leaders du parti n'avaient quasiment pas de contact, malheureusement. Elle fait travailler les uns et les autres ensemble. Alors, Dominique Strauss-Kahn est une situation particulière, puisqu'il est au FMI. Bon. Et au FMI, il n'a pas à prendre des positions politiques, et il y est très attentif. C'est seulement au mois de juin, à la date qui est prévue, que Dominique, en liaison avec les uns et les autres, nous dira ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il n'a pas, comme le dit l'Élysée aujourd'hui, pris des positions politiques depuis qu'il est patron du FMI? Est-ce qu'il n'a pas donné quitus finalement à la politique qui a été mise en œuvre depuis 2007 sur la réduction du nombre de fonctionnaires, sur le report de l'âge de la retraite? Non. D'abord, il y a une règle, c'est que lorsque quelqu'un est directeur général du FMI, il ne prend jamais position sur le rapport qui concerne son pays. C'est très normal. Deuxièmement, commentaire pour commentaire, je pense que ce serait très intéressant que vous commentiez un article qui vient de sortir de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et homme progressiste incontestable, qui explique que le FMI a commencé de changer avec son nouveau directeur général. Voilà, c'est un argument qu'on entend beaucoup en France également, pas seulement chez les prix Nobel, parmi les supporters de DSK. Encore un mot sur DSK. Sur DSK, oui, évidemment, il y a eu l'image donc qui a fait vous pouvez me parler aussi des autres. Hein, oui, mais enfin bon, l'image qui a fait buzz, évidemment, avec l'image de la Porsche. Et puis là, maintenant, on voit ce dossier de l'Express qui sort sur son patrimoine immobilier, les œuvres d'art de sa femme, etc. Est-ce que vous pensez que ça va être gênant pour un candidat potentiel de la gauche d'avoir un tel patrimoine? Écoutez, sur la voiture, d'après ce que j'ai compris, il a été photographié à côté de la voiture d'un ami. Je reconnais que c'est un crime assez important. Bon. L'image était gênante quand même. Oui, vous le reconnaissez. C'est une boulette, quoi. Oui, enfin, il faut savoir quand on fait campagne qu'il y aura des paparazzis partout. Hein. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote, il n'y a rien à voir, après je reviendrai. J'avais reçu chez moi à Grand-Quevilly, au moment où Diana était morte, la pauvre, une dame, et je me rappelle, elle était venue dans mon bureau, elle dit « Oh, c'est triste quand même la mort de cette Lady Diana ». J'ai dit « Oui ». Et elle dit « Quand même, ils sont dégoûtants ces paparasites ». Et ça m'était resté dans l'oreille. Bon, alors, sur l'autre affaire, c'était quoi? Sur le patrimoine. Voilà, sur le patrimoine. Est-ce que vous trouvez ça gênant qu'un candidat potentiel de la gauche dispose d'un tel patrimoine? Dominique Strauss-Kahn a le train de vie d'un fonctionnaire international. Voilà. Un peu plus. Si, non, il a une rémunération d'un fonctionnaire international. Et d'après ce que je comprends, son épouse est l'héritière d'une dynastie de M. Rosenberg, qui était un marchand d'art extrêmement connu à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Voilà, c'est une situation de fait. Mais ce qui compte, je crois, c'est les positions que l'on prend. Hein. Comme tous les pré-candidats, s'il était candidat,
de toutes les manières, la démarche sera inspirée du projet socialiste. Le projet socialiste, c'est un projet qui, sur le plan fiscal, vous abordiez la question fiscale, veut établir plus de justice et qu'il fera. Qui, sur le plan du pouvoir d'achat, va donner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le moins et qui n'acceptera pas la logique actuelle des bonus. Vous nous ramenez toujours au projet, c'est important. Et oui, c'est votre mission. Qui sera des propositions. Mais Laurent Fabius, on a donc célébré les 30 ans de 1981. François Mitterrand, il a été élu sur sa personnalité. C'était la victoire d'un homme plus que la victoire d'un projet, franchement. Donc 2012 ne va pas déroger à la règle. Ce sera la victoire d'un homme. Oui, oui. D'où ces questions importantes, effectivement. Bien sûr. Mais puisque vous me parlez de Dominique Strauss-Kahn, avec tous ces défauts considérables que, si on avait le temps, vous accumuleriez, je pense que c'est le candidat le plus populaire de France. C'est vrai. Ah, alors là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que vous estimez que certaines critiques sont nauséabondes quand on l'associe à l'élite mondialisée, l'élite financière? Est-ce que vous y voyez certains relents? L'élite, c'est pas... Il y a des mots plus négatifs quand même que l'élite. Oui. Bon, et il peut y avoir certaines arrière-pensées dans les critiques, dans les attaques. Non, si vous me demandez est-ce que la campagne sera la plus raffinée à laquelle on est assisté, j'ai l'impression, d'après les premières escarmouches, que la réponse n'est pas nécessairement oui. Hein? Comment on se prépare à ce genre de situation? En étant soi-même tranquille et en faisant confiance à l'intelligence des gens. Que pourrait faire DSK en fait pour renforcer ce lien de proximité avec les Français? Comment vous... Mais alors vraiment, vous voulez qu'on passe toute l'émission sur lui? Mais après, on va passer à l'autre. Bon, je n'en sais rien, mais il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Bon, il a été député, maire d'une ville qui n'est pas totalement Neuilly-sur-Seine, Sarcelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Sarcelles. Bon, voilà, il a été maire et, si je comprends bien, maire très apprécié. Ensuite, bon, il a été directeur du Fonds monétaire international. Il se trouve que le Fonds monétaire international se trouve à Washington. C'est pas à Sarcelles. Bon, tant qu'il est à Washington, il est à Washington. S'il décidait de revenir en France, je vous confirme qu'il habitera en France. Christine Bouget, ce sera votre dernière question maintenant. Alors écoutez, il y avait une question aussi... Mais il n'est pas seul, hein, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Je vous ai dit qu'il y avait, en tout cas dans mes préférences, et puis il y en a beaucoup d'autres, mais deux personnalités qui avaient les épaules. Très bien. Lui ou Martine Aubry? Voilà, très bien. Dernière question, c'est sur la Grèce. La situation de la Grèce, est-ce que ça vous effraie pas? Là, on a l'impression que... C'est une situation objectivement très difficile, et bien sûr. Ça me rapproche un peu du... Parce qu'il y a une réunion qui est prévue donc, du FMI et de l'UE à la mi-juin, et justement, DSK devrait y assister. Et je veux dire, s'il n'y assiste pas... Ça, on verra bien. Mais en tout cas, sur le fond, je peux vous dire que tout ce qui serait hypothèse de sortie de l'euro est une stupidité à mon avis. Que ce soit d'ailleurs pour la Grèce ou que ce soit pour l'Allemagne, puisqu'on est, parfois on évoque les deux hypothèses. Je vais vous expliquer pourquoi en une seconde. Bon, si la Grèce décidait pour toute une série de raisons de sortir de l'euro, la Grèce a des dettes. Les dettes sont contractées en euros. Si la monnaie de la Grèce n'est plus l'euro mais la drachme, ça veut dire que du jour au lendemain, la Grèce est obligée de rembourser 30% de plus. Donc c'est pouvoir d'achat 30% en moins. Symétriquement, si l'Europe fonctionne mal et que les Allemands, par hypothèse, veulent que l'euro soit réservé aux pays les plus forts, l'euro va devenir une espèce de Deutschmark, l'euro va prendre 30% de sa valeur et il n'y a plus d'exportation allemande. Donc nous sommes entrés dans l'euro, l'euro nous donne une force, même s'il faut, à mon avis, mieux le gérer que ce n'est qu'à aujourd'hui, par rapport au dollar, par rapport à la monnaie chinoise. Mais le fait que nous ayons les pays qui voudraient sortir de l'euro, ce serait pour eux et pour les autres une contre-performance évidente. Très bien, merci Christine Pouget. Vous redoutez une campagne avec des boules puantes. Il y aura peut-être des heureux événements durant cette campagne. Et Laurent Fabius, c'est oui. De notre côté, en tout cas, moi je pense qu'il faut faire une campagne digne parce qu'il faut faire confiance à l'intelligence et au jugement des Français. De l'autre côté, il y aura peut-être un événement heureux, c'est ce qu'on lit à la une des gazettes, People. Je pense à Carla Bruni qui pourrait devenir maire à nouveau. Est-ce que ça pourrait peser politiquement en faveur de son époux, selon vous? Écoutez, honnêtement, c'est un sujet tellement grave pour la vie politique française et même mondiale que j'hésite à me prononcer. Il faut quand même avoir le sens des responsabilités. Mais on en parlera beaucoup. Allez, Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre. Laurent Fabius,
Juste après ce reportage de Tam Tranui sur vos autres passions, je les évoquais tout à l'heure, qui vous écartent pas totalement de celles qui vous habitent, la politique et le pouvoir. Tam Tranui. Un millier de personnes reconstituant la cathédrale de Rouen par Monet pour rentrer au Guinness des records, Laurent Fabius ne pouvait pas manquer ça. Après 30 ans de vie politique, le député socialiste dévoile un nouvel aspect de sa personnalité, l'amateur d'art. Le chorégraphe Angelin Preljocaj a connu Laurent Fabius lors de réunions du club de réflexion politique Fraternité. Pour lui, la sensibilité de l'ancien Premier ministre n'est pas feinte. Et c'est seulement finalement sur la maturité et sur que les hommes acceptent avec souvent intérêt finalement de montrer ce qu'ils sont réellement. On sent bien que c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, mais qui, à mon avis, cette sensibilité, il la cache, il la rentre. C'est peut-être une protection d'homme politique. Dans le cabinet des 12, politique et art sont intimement liés. L'objet du livre montrait que l'âme de la France s'exprime aussi par ses tableaux. Ainsi, l'impressionnisme incarne le passage de la France rurale à la France industrielle. Voltaire, par Quentin de la Tour, illustre le siècle des Lumières et de l'impertinence. L'artiste observe, décode le monde, quand le politique est dans l'action, mais les points communs sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. C'est vraiment un métier et une passion d'engagement. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à moitié. Et de la même manière que pour l'engagement artistique, il y a quelque chose d'absolu. Mais même dans un ouvrage consacré à la peinture, le politique prend le pas. Jamais Laurent Fabius n'est aussi affûté que dans ses chapitres consacrés à la vie parlementaire et aux chefs d'État, et de regretter l'époque où les gouvernants disposaient d'une culture profonde, de répéter que l'identité française en art n'existe pas. Le politique n'est donc jamais loin, comme quoi on ne révolutionne pas 3 décennies de vie en 200 pages. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint, Perrine. Oui, bonsoir Laurent Fabius. Bonjour. Est-ce que l'art peut être un antidote à la politique? Non, en tout cas, personnellement, ce n'est pas ainsi que je conçois. C'est 2 domaines tout à fait différents. Et mon bouquin, puisque vous avez la gentillesse d'en parler, Le cabinet des 12 n'est pas du tout un livre politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu du succès, mon avis. Quand même, à l'intérieur de ce livre, vous ne pouvez pas vous empêcher de tracer des parallèles entre la politique et l'art. Je suis moi-même. Qui existe, bien sûr. Je suis moi-même, et c'est un livre très subjectif. Mais s'il a bien marché, c'est parce qu'à la fois pour des gens très érudits et pour des gens qui n'y connaissent rien, c'est une bonne introduction à l'art français, en tout cas. En tout cas, et vous, quel point commun vous voyez entre l'artiste et l'homme politique ? Il n'y a pas beaucoup de points communs. Il n'y a pas beaucoup. Un narcissisme chez certains ? Non, il n'y a pas beaucoup de points communs, et c'est ce qui explique probablement qu'assez peu d'hommes politiques ont une vraie culture artistique. Il y avait Clemenceau, on le sait, très ami avec Monet, Georges Pompidou, bien sûr. Mitterrand aimait beaucoup de la littérature, mais la peinture, c'était pas son affaire. Mais quand même, la culture était très présente quand même. Oui, c'est un homme très cultivé. Très cultivé parce qu'il avait une formation humaniste, il avait le recul de l'historien, du géographe. Mais les qualités ne sont pas les mêmes. L'artiste crée d'une autre manière, l'artiste a besoin de temps, besoin de se ressourcer, de rentrer en lui-même. L'homme politique est un acteur et c'est quelqu'un qui va au-devant d'eux. Et dans l'urgence, l'homme politique ? Trop souvent, trop. C'est ce que dénonce Gilles Finkelstein dans son livre. Il a raison, et beaucoup d'autres. Moi, j'ai réfléchi, bien sûr, sur la différence entre l'homme politique aujourd'hui et il y a quelques années. Quand vous étiez par exemple Premier ministre, non, même avant. Et il y a plusieurs changements majeurs. Nettement avant, il fallait prendre peu de décisions, avec beaucoup de préparation et un horizon qui était immobile. Aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de décisions, sans beaucoup de préparation, avec un horizon qui change. Et avec beaucoup de communication. J'allais vous le dire, avec le regard permanent des médias. C'est donc beaucoup plus compliqué. Et on parlait tout à l'heure de Mitterrand. Mitterrand disait toujours, l'homme d'État, pareil que l'homme politique, c'est quelqu'un qui sait résister et anticiper. Et je pense que ça, c'est très vrai. Mais Preljocaj, dans le sujet tout à l'heure, parle d'absolu. C'est le point commun qu'il voit entre l'artiste et l'homme politique. Cet engagement, cet absolu. Oui, et en plus que c'est un grand artiste, vous le savez, je suis touché par son analyse. Il y a peut-être un point commun, mais ce serait une longue discussion. Vous savez, Malraux parlait beaucoup de l'art comme antidestin, c'est-à-dire comme manière de
au fond, surmonter la pente naturelle de l'histoire. Je pense que dans le cas de beaucoup d'hommes politiques, au fond, c'est une manière de surmonter sa propre mort, de surmonter le temps qui passe. Parce qu'à partir du moment où vous vous inscrivez dans le champ politique, au fond, vous allez au-delà de votre propre temps de vie, parce que vous réalisez des choses qui resteront. C'était très vrai pour François Mitterrand. C'était vrai pour Mitterrand, qui était obsédé par la mort. Hein. Et d'ailleurs, la trace qu'il allait laisser. Je réfléchissais à ça hier. Au fond, le slogan, c'était « changer la vie ». Mais la mesure qui a le plus marqué, c'est quand il a changé la mort. Pour revenir... Avec la suppression de la peine de mort. Bien sûr. Juste pour revenir à l'art et au marché de l'art actuel, je ne sais pas si vous avez lu dans le Monde du week-end dernier cette tribune de Jean Clair qui dénonçait l'art des traders. Il dénonce en fait la spéculation financière qui existe aujourd'hui autour des œuvres réduites à de simples marchandises. Vous êtes d'accord avec cette vision? C'est pour l'art contemporain, bien sûr. Oui. Mais dans l'art contemporain, j'explique ça quand je fais des conférences autour de mon livre, il y a à la fois des grands chefs-d'œuvre et des choses... Mais vous n'aimez pas beaucoup, vous, l'art contemporain. Si, pas très présent dans votre livre. Oui, enfin, si, il y a un chapitre, le dernier, sur Soulages, qui est quand même le plus grand peintre contemporain, qui est un homme remarquable. Mais j'explique que dans l'art contemporain, comme d'ailleurs dans l'art classique, il y a à la fois des grands chefs-d'œuvre et ce que j'appelle l'ESS, c'est-à-dire l'école snobo-spéculative. Bon, il y a, pour moi, et évidemment, comme je suis, paraît-il, devenu un spécialiste, peut porter jugement, paraît-il, il y a des choses magnifiques et des gens qui n'ont pas de talent, mais avec lesquels on fait des opérations financières. Mais avec le temps... finalement, les vrais chefs-d'œuvre apparaissent. Un film, dont on va peut-être beaucoup parler dans les semaines qui va venir, qui va être présenté à Cannes, c'est le film La Conquête de Xavier Duringer sur l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Vous irez le voir? Vous avez envie de le voir, ce film? Pas tellement, non, parce que on a l'original à la télévision matin et soir. Enfin, pas sur votre chaîne. Ah, si, on diffuse quand même les discours du président de la République. Ah, les discours, c'est normal. Voilà. Non, mais si vous voulez, je ne sais pas ce qu'il y a dans le film. C'est toujours très, très difficile de faire des films sur une actualité politique immédiate. On peut même dire que c'est une première en France. Hein. Oui, et puis moi, je ne suis pas... si vous voulez, le cinéma pour moi c'est le divertissement et la politique c'est pas le divertissement. Donc je mêle pas trop les deux choses. Oui, vous n'avez pas de curiosité d'une façon générale sur les livres ou les films qui parlent de politique contemporaine? Disons que c'est vrai et que s'agissant en particulier de M. Sarkozy, ma curiosité a eu l'occasion d'être satisfaite. Est-ce que vous avez été voir la pièce d'Olivier Py à l'Odéon sur les derniers jours de François Mitterrand? Non, mais il paraît que c'est très intéressant. Non, je ne l'ai pas vu. J'avais vu en revanche le film dont j'ai oublié le nom avec Bouquet. Le promeneur du Champ de Mars. Où il y avait un beau numéro d'acteur, tout à fait remarquable, de Michel Bouquet. C'est formidable. Vous arrivez à vous déconnecter totalement de la politique dans votre vie aujourd'hui? Oui, c'est nécessaire. Mais ça, j'ai toujours fait. Par exemple, quand j'étais à Matignon ou à la présidence de l'Assemblée nationale, par exemple, j'ai jamais habité près de mon bureau, quoi, hein. Je pense que c'est très nécessaire comme antidote pour les hommes politiques, en particulier importants, enfin qui ont des grandes responsabilités, de garder un contact avec la vie quotidienne. C'est pas du tout vrai de dire qu'ils sont comme tout le monde, ça c'est baratin. Mais moi j'aime me balader, j'aime faire mes courses, et la politique je déconnecte. En plus, bon, ce que les gens ne savent pas, c'est que la moitié de mon activité politique, c'est une activité politique locale, puisque je préside l'agglomération de Rouen, et donc là c'est beaucoup plus concret. Mais en tout cas, moi je me sentirais mal à l'aise d'être tout le temps dans la politique, non. Quand on vous demande un trait de votre caractère, j'ai lu que vous répondiez souvent la réserve. Oui, je suis un peu paradoxal, c'est-à-dire que sur le plan personnel, je suis assez timide et réservé. C'est une espèce de respect que j'ai pour les autres. Mais en revanche, dans le champ politique, évidemment, cette réserve saute. Hein. Mais c'est un défaut ou une qualité à vos yeux, la réserve? Bon, c'est plutôt une qualité humaine, mais c'est un défaut pour la réussite politique. Est-ce que le fait de ne plus avoir d'ambition présidentielle vous a libéré d'une certaine manière, d'une ambition lourde et pesante? Non, je n'ai pas le sentiment d'être un homme libéré. pour prendre un parallèle. Non, je me sens bien dans ma peau. C'est un renoncement important quand on a, comme vous, connu une carrière si brillante et si jeune, avec cet objectif. Non, mais c'est vrai que... Et en même temps, beaucoup de gens me disent « Mais tu devrais, tu as toutes les qualités, c'est toi qui, c'est toi que... » Alors, je suis très flatté. Mais je dois confesser que... Ouh là là.
Qu'est-ce qui tombe? Il marche le micro encore? Oui, on vous entend. Je dois confesser que ma vie politique est un échec épouvantable, puisque avoir été Premier ministre, ministre des Finances, 2 fois président de l'Assemblée nationale, ministre de la Recherche, ministre de l'Industrie, c'est un échec. Est-ce que vous avez des cendres pour que je couvre la tête? Mais peut-être avec le recul quand même, est-ce que d'avoir été Premier ministre si tôt, si jeune, à 37 ans? Eh oui, mais ça, c'est l'histoire qui veut ça. C'est vrai que j'ai été le plus jeune, paraît-il, Premier ministre de la République, et ça reste. Mais vous savez, on ne choisit pas. Et le nombre de gens auxquels on a proposé d'être Premier ministre et qui ont refusé est assez limité. Très limité même. Dans le journal du dimanche dernier, cette phrase de Pierre Berger, « Je regrette que Fabius ait voté contre le traité constitutionnel en 2005, car si quelqu'un aurait pu battre Sarkozy en 2007, c'était bien lui ». Vous aussi, vous avez des regrets sur cette position? Non. Je ne sais pas si j'aurais pu battre M. Sarkozy. J'en sais rien. Sur la question du traité constitutionnel, bon, elle est derrière nous. Mais c'est vrai que les critiques qui ont été faites à l'époque et qui ont été finalement partagées par la majorité des Français trouvent un écho aujourd'hui. Puisque quand nous dénoncions, non pas l'Europe, contrairement à ce qui a été dit, mais la façon dont l'Europe se construisait, parce qu'elle n'était pas assez sociale, parce qu'on s'occupait des institutions et pas des contenus des politiques, parce que monétairement ça n'allait pas. C'est tout ce qu'on est en train de voir. Maintenant, ce débat est derrière nous. Et d'ailleurs, c'est tout à fait symbolique que Martine Aubry ait confié la définition de la politique internationale du pays pour le futur, globalement, collectivement, à quelqu'un qui n'avait pas pris la position qu'elle avait prise. C'est une volonté d'unité. Et que diriez-vous alors aujourd'hui, avec cette autorité-là, notamment, ces choix passés, Laurent Fabius, Jean-Pierre Chevènement, qui menace de se présenter justement en 2012 parce qu'il estime que le Parti socialiste n'est pas au clair avec le pacte de stabilité. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir, Jean-Pierre Chevènement, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Non, mais on s'est rencontrés à une occasion privée. Et je lui ai dit que nous étions proches sur beaucoup de sujets. Par exemple, ce pacte, c'est vrai que c'est un pacte d'austérité et qu'il risque de casser les éléments de croissance dont on a besoin en Europe. Par exemple, je partage avec Jean-Pierre Chevènement l'idée qu'il faudrait que notre continent, l'Europe, exige la réciprocité dans ses relations commerciales avec la Chine d'un côté et avec les États-Unis de l'autre. Donc il y a des points peut-être sur lesquels nous différons, mais l'idée que nous sommes pour l'Europe, qui a à reprendre la relation franco-allemande, et qu'il faut une relation beaucoup plus équilibrée et une Europe vraiment qui soit plus indépendante, ça c'est vrai. Autant de raisons qui font que Jean-Pierre Chevènement ne doit pas rejouer 2002. Ce serait mieux que tout le monde soit rassemblé, oui. Très bien, merci. Merci Perrine, merci Monsieur le Premier ministre de votre visite. Plaisir d'avoir été avec vous. Ce soir, bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être 6 en cellule. Ce qui est le plus pénible peut-être, c'est d'avoir à demander tout. Juin 2009, la prison de Nancy s'apprête à quitter ses vieux murs du centre-ville pour un établissement tout neuf en périphérie. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a plus de contact avec les surveillants, il n'y a plus de contact humain en fait. L'occasion pour les réalisateurs d'interroger le personnel et les détenus sur leurs conditions de vie, de travail et l'influence du bâtiment sur leur vie quotidienne. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. D'une prison à l'autre, un documentaire de Laurence Milon et Guy Girard, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. L'immigration, c'est un grand sujet. La France est un pays qui s'est construit par l'ouverture. Je veux que la France reste ouverte, accueillante, généreuse. Et là, alors bon, a posteriori, vous dites, là, il dit... C'est magnifique.
C'est magnifique. Ah, vous dites c'est magnifique. C'est très joli pour une gestualiste de regarder ce type de geste, parce que c'est ce qu'on va appeler un lapsus gestuel, en fait. Déjà, elle dit l'immigration, c'est un grand problème. Alors, on attendrait plutôt un geste qui veut dire grand. Là, il est sur c'est un grand problème, il resserre les mains. Et puis, toute la suite, c'est, voilà, la France, c'est un pays qui s'est construit sur l'ouverture. Je veux que la France reste ouverte. Et il dit ça en serrant les mains, en faisant vraiment un geste de fermeture complète. Donc, bon... Si on est mauvaise langue, on peut dire qu'en regardant un petit peu sa politique d'immigration par la suite, rétrospectivement, finalement, ça révèle un petit peu ce qu'il annonçait par ses gestes en 2007. Mais c'est vraiment très intéressant de voir comme les deux se mais ça veut dire... I'm a wife. I'm an American veteran, and I'm one of your middle-class Americans. And quite frankly, I'm exhausted. I'm exhausted of defending you, defending your administration, defending the mantle of change that I voted for, and deeply disappointed with where we are right now. I've been told that I voted for a man who said he was going to change things in a meaningful way for the middle class. I'm one of those people and I'm waiting, sir. Et ça continue comme ça encore, donc c'est violent. Mais on va voir que Barack Obama reste impassible. Il répond même avec une petite blague. First of all, I think that you describe exactly what is the bedrock of America. You know, a veteran who's working for veterans, somebody who's a CFO and I am sure knows how to manage their money, have made good decisions. I'm not saying once in a while you don't want to get a new pair of shoes, you know. The life you describe, one of responsibility, looking after your family, contributing back to your community, that's what we want to reward. Now, as I said before, times are tough for everybody right now. Quand on voit ça de France, on se dit quand même, quel flegme, quelle maîtrise, quelle capacité à retourner la situation en s'appuyant sur des exemples, sur le cas de cette téléspectatrice. Alors la question, c'est ce qu'on pense pareil aux États-Unis. Et que pensez-vous, vous, Denis Lacorne, de sa manière de répondre et de tenter de retourner la situation ? Je crois qu'elle est faible. Il démontre que son message est complètement brouillé. C'est-à-dire que d'abord il flatte. Vous êtes dur là. Parce qu'il essaye de flatter la personne en disant vous êtes une mère de famille responsable, vous avez des enfants, blablabla. Et alors que sa grande préoccupation, qui est celle de beaucoup d'Américains aujourd'hui, c'est où sont les nouveaux emplois. Certes, il y a eu un plan de relance, il y a eu un plan de sauvetage des banques, mais où sont les créations d'emplois? Et ça, Obama se garde bien d'en parler. C'est ça le problème. Enfin, notre mission est de protéger les Français de l'insécurité. Aujourd'hui, à Paris, la réalité est que près d'un auteur de vol sur 5 est un Roumain, et à Paris, un vol commis par un mineur sur 4 l'est par un mineur roumain. Pourquoi je dis cela? J'insiste bien là-dessus, il n'est pas question de stigmatiser telle ou telle population. Bien d'autres étrangers sont auteurs de crimes et de délits. Bien d'autres. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, je le répète, donc il n'est pas question de stigmatiser telle ou telle population. Bien d'autres étrangers sont coupables de crimes ou de délits. Donc là, bon, pour en dédouaner certains, on va dire, on englobe tous les autres, les étrangers, bien sûr, pas les Français. Alors quand on entend ça, alors, ça fait sourire, ça peut faire sourire. La question qu'on se pose, c'est un lapsus ou un calcul politique? Je ne sais pas si vous avez des pronostics là-dessus, une appréciation. Je parierais comme ça sur un lapsus, mais c'est un lapsus qui correspond à une stratégie. Il nous dit sa stratégie là. Qui s'inscrit dans une stratégie générale qui est ce que décrivait Pascal Perrineau très justement tout à l'heure, limiter, parce que ça ne se mesure pas encore trop, mais limiter l'érosion d'un électorat de droite passé par le Front National qui retournerait vers le FN. Voilà l'objectif et du coup ça produit ce genre de lapsus, à mon avis. Oui, Mariette Berrigrand. Oui, je pense que c'est, disons, un lapsus ou un langage décomplexé. Si vous voulez, ça va un peu avec. Je ne pense pas que ce soit purement machiavélique parce que c'est peut-être pas très adroit finalement sur le plan politique. Non. Pourquoi vous dites ça, pas très adroit? Parce que le terme étranger, justement, c'est le terme à ne pas employer. Donc, vous savez, quand on ne veut pas dire un mot, on le dit, évidemment. Donc, je crois plutôt que... Pourquoi il ne faut pas dire étranger? Parce que, précisément, il peut être reproché à la droite d'être trop manichéenne sur ces sujets-là. D'accord, là, et on de est faire manichéen. un clivage français-étranger. Mais là,
là, il le fait pour le coup. Il essaie, vous voyez, les euphémismes, les formules, le terme même de Rome est un euphémisme, une façon de ne pas dire la chose, hein, ou peut-être de ne pas dire rebeu. Enfin, moi, ça me frappe, l'analogie entre les deux termes. Alors que là, il dit ma mission est de protéger les Français, bien d'autres étrangers. Donc voilà, donc ça, je pense que ça relève peut-être du lapsus. Imaginez que nous avons 19 000 délinquants en France qui ont plus de 50 inscriptions, condamnations sur nos fichiers. Est-ce qu'on va continuer à les amener de tribunal à tribunal? De même, nous allons réévaluer les motifs pouvant donner